Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Codex Canin. Aujourd'hui, nouvel épisode sur la création de l'univers et du coup, partie 2. Oui, et qui dit partie 2, il y a partie 1. Et la partie 1, déjà on la renvoie par là et elle sera aussi en description. Pour la partie 1, nous avons déjà parlé du concept de base. Ensuite, nous avons parlé du panthéon des dieux. Choses qui sont relativement quand même importantes pour avoir la base de votre jeu de rôle. Aujourd'hui, dans la partie 2, nous allons parler de 3 points particuliers qui seront le système de magie et des énergies, ainsi que de la géographie en globalité, parce que c'est quand même important de savoir où c'est qu'on marche physiquement tout de même, et nous avons en plus le troisième et dernier point, les races et les cultures. On l'avait déjà dit dans l'épisode précédent, on le redit encore cette fois, ce qu'on vous explique, ce sont des choses à prendre partiellement. Ce sont des conseils qu'on donne pour que vous puissiez créer votre propre jeu de rôle. C'est pas la science infuse, il ne faut pas suivre explicitement chaque point qu'on cite, c'est comme vous le sentez. Voilà. Du coup, je vais vous laisser avec Fedec pour la suite. On va donc commencer avec la magie. Yes. En fonction de votre univers, ce sera plus ou moins un très gros morceau. Si vous faites du contemporain moderne, sans magie, ce sera vite défaussé, on n'en parle plus. Par contre, si vous faites quelque chose de fantastique, du médiéval fantasy, ce genre de choses, effectivement, ça risque de prendre plus de place. Donc, une des premières questions à se poser dans ce genre de cas, c'est de quel type de magie et ou d'énergie on parle. Est-ce que c'est de la magie arcanique? Est-ce que c'est de la sorcellerie avec des baguettes comme dans Harry Potter? Est-ce que c'est de la magie divine conférée par les dieux et les prières? Est-ce que c'est des énergies élémentaires? Voilà, toutes ces petites choses qui vont amener d'autres questions vont nous permettre de peaufiner notre système de magie. Maintenant qu'on a défini plus ou moins le type de magie ou d'énergie qu'il y avait dans notre univers, on va pouvoir se concentrer sur la source. Alors déjà la source dans le sens origine. Voir s'il y a une petite histoire. Alors, des fois c'est très simple, genre la magie divine, c'est conféré par les dieux. Voilà, ça pète pas 3 jambes à un canard, mais ça marche. Après, il peut y avoir d'autres choses, par exemple une espèce de magie arcanique qui serait transportée par des lignes telluriques comme des linelets ou ce genre de choses. Voilà, ça c'est aussi des points sur lesquels il faut réfléchir et un petit peu se décider. Notamment pour le lore et ce genre de choses, c'est toujours important de pouvoir avoir au moins des petites justifications et de savoir pourquoi, comment, etc. Ensuite, dans la source, hormis l'origine, il y a également la source de ce pouvoir. Donc pour le divin, c'est de nouveau les dieux, mais est-ce que ça passe par des talismans, par des prières, par une énergie spirituelle? Est-ce que les magiciens qui utilisent des arcanes ont une énergie mentale à épuiser, comme des points de mana? Est-ce que c'est aussi spirituel, astral, du ki, ce genre de choses-là? Et troisième partie, il y a aussi les objets. Il faut penser aux objets. Est-ce qu'il y a des orbes de pouvoir qui renferment des puissances magiques? Est-ce qu'il y a d'anciens artefacts qui permettent d'avoir accès à des sorts ou des puissances cachées? Ou alors, je sais pas, comme dans Harry Potter, est-ce qu'il y a des baguettes qui servent de catalyseur pour la puissance du sorcier ou du magicien qui les utilise? Voilà, ça c'est tous des petits points qu'il va falloir amener pour commencer à peaufiner et gratter un petit peu, détailler son système de magie. Donc on a notre type de magie et sa source, autant son histoire que son utilisation dans notre univers. On est pas mal. Il reste un très gros point à aborder qui est l'utilisation de la magie et ses limitations, conséquences. Voilà, ça c'est un point pour moi est très important ou dans mes jeux de rôle quand j'en crée. J'y mets vraiment beaucoup d'attention, j'essaie de faire attention à ce que ce soit cohérent avec la situation géopolitique, ce genre de choses-là. Après, si votre jeu de rôle, il a un ton un peu humour burlesque, le magicien il enflamme ses proutes avec des boules de feu, à un moment faut pas trop se casser la tête non plus, mais ça dépend toujours de ce que vous désirez faire. Pour les utilisations, on va prendre un exemple, un Moyen-Âge historique. Ok, les gars sont en armure, ils lancent la charge avec leur cavalerie, et tout d'un coup en face, il y a des mecs qui balancent des éclairs avec les doigts et qui balancent des boules de feu. Ça va changer la donne très très fort. Donc ça, il faut aussi réfléchir à tout ce qui va être impacté par ces systèmes-là. Que ce soit sociétal, militaire, politique aussi, parce que si quelqu'un n'est pas content avec un roi ou un comte, qu'il arrive, qu'il lance une boule de feu, qu'il fasse exploser la mairie, est-ce que c'est ok ça dans l'univers? Est-ce que c'est un comportement normal? Est-ce que c'est régi? Est-ce qu'il y a des espèces de gardiens de la magie? Est-ce qu'il y a des gens qui sont assignés à des écoles pour être formés? Est-ce qu'il y a des limitations de manière de puissance aussi? Quelle est la puissance normale d'un magicien ou d'un sorcier dans votre monde? C'est des choses à prendre en compte. Ok, c'est bien toutes ces questions, mais là ça concerne surtout les concernés, les magiciens, les mages, les sorciers, tout ça.
Mais comme on l'a vu, il peut y avoir des objets magiques dans votre monde. Eh ouais, des orbes, des artefacts, tout ça. Comment ça aussi c'est implémenté d'un point de vue de la société, de la politique? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a des points de téléportation dans votre monde? Comment ça marche? Est-ce que c'est utilisable tout le temps? Ou est-ce que c'est réservé à une élite qui possède des terres magiques ou des pouvoirs ou quelque chose comme ça? Et que ce soit pour tout et rien. Voilà, en temps de guerre, est-ce qu'on peut empêcher des téléportations dans son royaume, par exemple, si on se fait attaquer par des mages? Est-ce qu'on peut enlever les pouvoirs d'un mage? Est-ce qu'il y a des objets qui permettent de limiter la puissance de ces mages? Est-ce qu'il y a des objets qui sont tellement puissants et qui sont maudits qu'ils corrompent quiconque tente de les utiliser? Voilà, c'est toutes ces petites choses-là, et ça en fait beaucoup, mais il faut y penser, y réfléchir pour mener à bien votre création. Bien, on va déjà commencer par une petite chose, la cartographie. Et ouais, la petite cartographie, vous allez pouvoir faire votre map contenant les différents continents, les lacs, les montagnes, et ainsi de suite. Mais sachez qu'en fait, ce sera une vidéo à part. Oui, c'est toute une liste de vidéos qu'on va faire pour la création de jeux de rôle. Là, on parle de l'univers. Donc, on va rester très vaste. On va rester quand même pas mal à l'extérieur. Tous les petits tips, les conseils et ainsi de suite, on ira plus loin dans une prochaine vidéo. Maintenant que, vous avez fait votre map, en grande partie, parce qu'on va pas rentrer encore dans les détails, mais imaginons que, vous avez évité de faire un continent, un tout rond avec camembert. C'est pas... Le camembert! Le camembert! Pas changer assiette pour fromage! C'est un peu bof. Bien, après ça, dans ces continents, il va falloir implémenter des choses, comme par exemple des montagnes, des forêts, des lacs, des villes, des royaumes, des frontières. Oui, toutes ces choses-là sont à prendre en compte. En l'occurrence, par exemple, on va partir sur un royaume. Un royaume aura ses frontières. À partir de ces frontières, à l'intérieur, il y aura ses villes, ses villages. Votre ville, est-ce qu'elle sera économiquement parlante très puissante? Est-ce que non, c'est une petite ville perdue dans un coin de la montagne parce que c'est juste une ville minière? Est-ce qu'il y a un village au bord de la forêt qui sera simplement des artisans du bois? Est-ce que la capitale est en bord de mer parce que ils se sont dit on a débarqué là, voilà, c'est la capitale, voilà, au moins on a de la pêche, on a de quoi bouffer, on est bien, on est tranquille. Oui, ça c'est des petites choses à prendre en compte concernant un royaume, mais il y a aussi le fait d'avoir des frontières autour. Ces frontières sont au contact d'autres royaumes. Oui, est-ce qu'il y a des conflits entre eux? Est-ce qu'il y a une route commerciale? Est-ce qu'il y a des alliances? Est-ce que tout d'un coup la frontière c'est simplement délimitée par une montagne? Ou une montagne qui s'est écroulée et puis du coup ça fait une énorme crevasse? La crevasse de la montagne effondrée par exemple, tout bêtement. Ou dans une autre partie de votre monde, il y a un lac. Ce lac, c'est le lac du magicien. Pourquoi? Parce que simplement un magicien a fait exploser un pan de terre et du coup c'est devenu un grand lac. Oui, il y a tout plein de petites choses à prendre en compte comme ça. Par contre, imaginez seulement qu'à ce moment-là, il va falloir prendre en compte beaucoup d'éléments, comme par exemple les différentes forêts, si c'est une forêt enchantée par exemple, ou une montagne maudite, ça aussi, ce sera bien de le stipuler dans cette carte. Mais il y a encore une petite chose, si vous manquez d'inspiration, ce qui peut arriver, ça arrive même au meilleur, n'est-ce pas? Non. À ce moment-là, allez voir sur Google Maps. S'il y a simplement un pays qui vous plaît dans sa topographie, au niveau de son altitude, au niveau de ses montagnes, n'hésitez pas à aller voir. Google Maps est votre ami à ce moment-là, et ça va vous permettre justement de pouvoir savoir un petit peu plus de choses, les données. Est-ce qu'au niveau de l'oxygène, vos aventuriers ne vont pas galérer là-haut? Est-ce que dans la montagne, en fait, il n'y a pas juste un gros volcan? Toutes ces petites choses-là, vous pourrez, en plus de ça, vous renseigner sur Internet, ce qui vous rendra encore plus cohérent au niveau de votre carte. Bon, maintenant qu'on a vu la carte, genre la map monde de Big One, ok, on a vu aussi un petit peu les frontières des royaumes et ainsi de suite, un petit peu les influences, ce genre de choses, il y a encore 2-3 petites choses à prendre en compte, ne serait-ce que pour ces villes que vous allez implémenter, c'est aussi leur climat et les environnements. Météo! Oui, parce qu'une cité qui sera posée en bord de mer, en plaine ou en montagne n'auront pas besoin des mêmes ressources pour pouvoir survivre. Par exemple, en bord de mer, ils vont vivre de la pêche. On se dit, ça paraît un petit peu logique comme ça. Ceux en plaine, ils se disent, on a du bois, on a des plaines, on peut faire un petit peu d'agriculture, on peut aller cueillir des champs de blé, c'est bien, c'est pratique. Ceux en montagne, ils se disent, ouais, c'est un petit peu plus la reste, et du coup, ils vont essayer de trouver de la nourriture comme ils peuvent. Voilà, ils vont survivre comme ils peuvent.
En plus de ça, bon, imaginons que ceux sur la montagne, ils se disent, bon, il y a en plus des dragons pas loin. Bon, pourquoi vous êtes installés là-haut, bravo. Mais avec ces dragons, on peut en faire quelque chose, comme, soit vraiment des combats, ou simplement, ils vont dompter ces dragons, pourquoi pas? Les chevaucheurs de dragons, ce serait quand même bien stylé. Et ceux en bord de mer, revenons-en. Et ils peuvent chasser par exemple des sirènes, parce que leurs écailles peuvent être supérieures à la moyenne au niveau des résistances, pour les armures, les armes. Ou ceux en plaine, ils vont simplement avoir certains animaux, voilà, ça restera plus ou moins standard. Pas besoin de se casser la tête, mais leur mode de vie va changer en fonction de là où ils habitent. Donc il faudra faire très attention à ça. Et même vos joueurs, s'ils se déplacent en marais, ce sera bien plus compliqué de pouvoir se déplacer là-haut, ou en montagne, qu'en plaine. En plaine, ce sera plutôt la petite balade de santé. Mais aussi en montagne, ils vont devoir s'adapter à la fraîcheur. Dans un désert, ils vont devoir s'adapter à la chaleur. Oui, est-ce qu'ils auront moins de vêtements? Est-ce qu'ils seront avec des bâtiments plus adaptés à ça? Ça, c'est des petites choses qu'il faudra prendre en compte. Mais maintenant, il y a quand même autre chose dont je voudrais parler, c'est qu'il faudrait éviter certaines incohérences. Surtout une, en l'occurrence, celle où la cité est en montagne et juste en dessous, il y a le désert. Non, ça pique un petit peu les yeux sur une carte, ça, par exemple. Il y a quand même une certaine cohérence à avoir. Il ne faut pas non plus que la montagne donne directement sur un désert. Faites des plaines. On en a plein des plaines. Hein. On habite en Suisse, on en a plein des plaines. Même des collines. Pourquoi pas? Des petites montagnes. Des transitions entre un point et un autre. N'hésitez pas à vous en servir. C'est toujours énormément pratique à ce niveau-là. Parce que bon, si vous êtes dans une forêt tropicale et que juste derrière, c'est les marais et la mangrove, ça paraît plus ou moins logique. Taux d'humidité assez élevé, donc au bout d'un moment, qu'on tombe dans de la flotte bien comme il faut, ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, qu'on tombe sur un désert et après sur une montagne, moyen. Mais faites attention à ça quand vous faites votre carte. Et surtout, veillez à ce que vos citoyens, vos cultures et ainsi de suite soient adaptés à ce que vous implémentez dans votre carte. On a vu pas mal de choses, maintenant on sait où on est, qu'est-ce qu'il y a, les climats, les différents biomes, tout ça. Voilà, on sait ce qu'il y a. Mais maintenant la question à se poser c'est qui est là? Eh ouais, et ça c'est important. Donc on va parler des races et des cultures qui sont présentes dans votre univers. Alors, premièrement, c'est un conseil que je vous donne, établissez premièrement les races qui sont surtout jouables par vos joueurs. Est-ce qu'il y a des hommes? Est-ce qu'il y a des elfes, des orques? Tout ça, des nains, des gnomes, des fairies, des dryades, ce que vous voulez, mais il faut définir au moins ça. Celles qui sont jouables par les joueurs et celles qui sont majoritairement présentes dans votre monde. Ça, c'est le plus important. Parce que si vos joueurs ne peuvent jouer que des humains et des elfes, dans l'absolu, là tout de suite, qu'il y ait des pixies qui aillent grignoter des framboises dans la forêt, on peut s'en passer, voilà. Sauf que maintenant, on va gentiment entrer dans le petit détail et commencer à ajouter de la vie un peu partout. Avec tout ça, moi je vous donne quand même un conseil supplémentaire. Essayez, si vous pouvez, si vous avez envie bien sûr, c'est de sortir un petit peu des archétypes généraux, voilà. Si vous avez des elfes par exemple dans votre univers, c'est pas forcément des elfes à la Tolkien, à moitié immortels, qui vivent 3 milliards d'années, qui sont beaux avec des longs cheveux, tout ça. C'est pas forcément ça. Vous pouvez aussi vous réapproprier toutes ces races. Ça c'est, je trouve, important. Voilà, moi dans le dernier jeu de rôle que j'ai fait par exemple avec Fox, salut, voilà, il y avait des elfes, ils pouvaient jouer des elfes. C'était plus ou moins une espèce cousine des humains, donc vraiment les homo sapiens comme on l'entend chez nous. Donc voilà, c'était une autre espèce de homos comme ça qui traînait, sauf qu'ils avaient différentes caractéristiques physiques. Ils étaient effectivement un peu plus sveltes, un peu plus grands, des oreilles pointues. Mais ils n'étaient pas immortels, les gars, ils avaient une longévité plus ou moins identique à celle d'un homme. Ils n'avaient pas forcément des contacts facilités ou une affinité avec la magie. Voilà, ça c'est plein de petites choses que vous pouvez aussi vous réapproprier, remodeler à votre façon et les implémenter d'une manière différente. Vous n'êtes pas obligé de vivre sous la coupole de Tolkien, de Donjons et Dragons et tout ça. Ça c'est le petit tips que moi je vous donne parce que c'est vrai que souvent, quand on débute surtout, on a tendance à se raccrocher un petit peu aux fondamentaux et à ne pas vouloir les lâcher par peur de faire mal. Non, c'est la création, vous ne pouvez pas faire mal.
La seule manière de faire mal, c'est que vos joueurs s'ennuient à votre table. Mais ça, c'est un autre problème qui n'a rien à voir avec la construction de votre univers, sans doute. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Voilà. Ensuite, bon, maintenant, on a nos races. On sait qui vit, qui ça. Voilà, les royaumes des elfes, les nains, les gnomes, ce que vous voulez, c'est établi. C'est super. Maintenant, on va continuer d'aller dans le détail. Donc, ces différentes civilisations, elles ont forcément des cultures différentes, elles ont forcément des croyances différentes. On en revient un petit peu à ce qu'on disait avec le Panthéon dans le premier épisode par exemple. Est-ce qu'il y a des races qui ont des traditions particulières? Par exemple, je sais pas moi, les orques du sud sont des super marins parce que voilà, ils ont des villes portuaires, donc les mecs sont super balèzes en bateau, et quand vous allez dans les mers du sud, il y a des pirates orques qui vous attendent parce que les gars, c'est des corsaires de génie qui maîtrisent le vent et la navigation, par exemple. Et ça, vous pouvez le faire pour toutes les civilisations, toutes les races, voilà, en ajoutant les petites caractéristiques locales, environnementales, hein, Fox, salut, toutes ces choses-là, c'est des choses à prendre en compte pour peaufiner aussi un petit peu le côté régional et racial des races que vous allez pouvoir jouer dans votre jeu. On va gentiment arriver au bout de tout ça, mais il y a une chose aussi à prévoir. Fox nous en a parlé tout à l'heure avec les frontières, et les autres choses aussi, parce que c'est toujours rigolo, c'est de voir les relations, les conflits, les rivalités qu'il peut y avoir, alors déjà, comme disait Fox, entre les cités elles-mêmes, mais ça c'est souvent sous le même joug, dans le même royaume, donc en fonction de comment vous le faites, c'est sans doute les mêmes races, ou en tout cas une race dominante qui est là. Mais s'il y a des contrées où les frontières sont proches, où les routes commerciales, où les échanges sont très libres, voire même des cités franches par exemple, où tout le monde peut y aller, et puis c'est pas forcément sous la coupole des elfes ou des orques par exemple. Et bien là, il va falloir aussi réfléchir aux interactions qu'ont ces différentes cultures, ces différentes races entre elles. Par exemple, pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure, voilà, imaginons les orques du sud, là, qui sont marins et corsaires, par exemple. Ils peuvent, par exemple, avoir une très bonne situation commerciale avec les gnomes de l'Est, parce qu'ils leur donnent un minerai qu'eux, ils n'ont pas accès sur leur plage. Voilà, et du coup, ils ont une alliance un peu passive comme ça. Mais d'un autre côté, avec les elfes de l'Ouest, eux, ils ont plus ou moins les mêmes ressources et ils sont pas d'accord parce qu'ils aimeraient pouvoir aller pêcher sans se faire tabasser par des orques. Et là, il y aura une rivalité sur les ressources. Il y aura peut-être des guerres aussi de territoire pour dire non, écoute, ce port il est à moi et l'autre il dira non, et du coup ils vont se taper dessus pour savoir à qui il est. Ou alors dans des embranchements où vous avez 2-3 territoires qui viennent s'agglomérer, par exemple sur une frontière naturelle, une montagne, une forêt, ce genre de choses. Voilà, l'exploitation du bois, ça peut être une super ressource, ça peut être économiquement quelque chose de très puissant dans certaines régions de votre univers. Voilà, il peut y avoir des hommes qui combattent des elfes, qui combattent des trolls, parce que non, cette forêt est à nous, le bois qui est à nous. En plus, il y a des armes magiques qui font un bois incroyable, qui nous permettent de faire des armures magiques, je sais pas, après c'est à vous de tisser. Il faut réfléchir aux interactions qu'ont ces différentes cultures. Et la même chose pour tout ce qui est croyance. Peut-être qu'un dieu est vénéré chez les humains, mais que chez les elfes, c'est une hérésie parce que non, nous on vénère ce dieu-là. Voilà, et c'est tous ces petits points de détail qui vous restent à mettre, histoire de compléter un petit peu ce packaging de création. Maintenant, c'est à vous de jouer. Bon, voilà. Alors, on a vu énormément de choses durant ces 2 vidéos, entre le concept de base, le panthéon des dieux, la géopolitique, les énergies et la magie, et en plus de ça, les races et les cultures. Ça fait énormément de choses à voir, énormément de choses à traiter, mais comme on vous l'a dit, prenez ça dans l'ordre que vous voulez. Prenez le temps d'y réfléchir, et surtout, vous ne mettez pas la pression pour le faire. Prenez le temps tranquillement. Si les choses manquent d'inspiration, par exemple pour le panthéon des dieux, partez peut-être sur les races et les cultures. Tout d'un coup, vous dites « Ah, mais s'il vénère un tel dieu, ah ouais !» Puis voilà, vous pouvez incorporer un nouveau dieu. Il faut jouer, en fait, en fonction de ce que vous vous dites, avec tout et n'importe quoi. La géopolitique aussi, la même chose. Ok, ce pays est en conflit avec celui-là, mais celui-là est déjà en conflit avec celui-là. Ah, on va peut-être changer, on va faire ça. Il faut remanier votre monde, il faut prendre le temps de le créer. C'est votre monde à vous, on ne va pas vous juger sur ce monde-là. Sachez-le, déjà une chose, on ne vous juge pas sur votre monde, on vous jugera si votre jeu est nul, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais avant d'y arriver, faut tout faire. Et pour tout faire, faut déjà s'y lancer. Et ça, je vous souhaite tout le bon gros courage du monde pour déjà vous lancer dans ce truc-là. Avec tout ça, avec tous les points qu'on a déjà énumérés, si vous avez des questions,
ben n'hésitez pas à les poster en commentaire, on vous répondra très volontiers, ne serait-ce que pour vous aider, vous donner des conseils, ou même simplement un avis, il n'y a aucun problème, on vous répondra très volontiers, et puis voilà, tout simplement. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. On espère que les conseils et les pistes de réflexion qu'on vous donne vous aideront pour la conception de vos univers. Et petite information avant de nous quitter, la prochaine vidéo de cette série sur la création de jeux de rôle portera sur la création de maps. On verra 2-3 petits conseils, 2-3 petits sites pour nous aider à concevoir nos cartes de jeux de rôle, que ce soit les royaumes, les univers, tout ça. On regardera ça ensemble la prochaine fois. En tout cas, si ça vous a plu, on espère que ça vous a plu, n'est-ce pas? Eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, nous raconter un truc, tout ça, vous connaissez la chanson, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ces bêtises. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous nous soutenez. Donc, ben, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle création de jeu de rôle. C'était Fox et Fennec. Ciao, ciao!